Camarades, salut. Camarades, salut. Merci beaucoup, cher Diba, et merci aussi à l'assistance et à tous ces Guinéens qui sont aujourd'hui présents dans cette salle et qui nous ont fait l'honneur de se déplacer malgré les péripéties de la vie, malgré les occupations des uns et des autres, malgré la distance. C'est un acte patriotique noble qui est à saluer et qui est à préserver. Nous devons absolument garder cette flamme en nous. Il ne faudrait pas qu'elle s'éteigne en nous, peu importe les événements, peu importe l'adversité à laquelle nous aurons à faire face. Merci donc au FNDC France pour cet honneur qui m'est fait donc de m'inviter à prendre part à cette conférence débat. Mon cher Diba l'a dit, le sujet central ici, c'est le pouvoir politique, sa conquête, son exercice. Le pouvoir politique, voyez-vous, a quelque chose d'assez extraordinaire, en ce sens qu'il a le don particulier d'éveiller tous les sens de son détenteur. Une sensation d'omnipotence, appelée par certains aussi le complexe de Dieu, qui pousse souvent le détenteur du pouvoir politique à se voir comme une personne extraordinaire, une personne indispensable même à la survie des gens qui le gouvernent. C'est en cela qu'il est un lieu commun que de dire que le pouvoir rend fou et que le pouvoir absolu rend absolument fou. Montesquieu, dans son texte sur la liberté, disait que c'est une expérience éternelle que tout homme qui détient le pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La particularité des grands systèmes constitutionnels, notamment la France, qui est notre pays hôte, est que les choses sont disposées de sorte que le pouvoir arrête le pouvoir. Autrement dit, il y a des garde-fous, des contre-pouvoirs qui sont en place, parmi lesquels le mandat accordé que le peuple détient et qu'il accorde et retire aux politiques est un facteur déterminant et essentiel de ce contre-pouvoir, en ce sens que le détenteur du pouvoir politique, c'est que s'il n'est pas compétent et s'il ne fait pas l'affaire du peuple, il peut être sanctionné lors des prochaines échéances électorales. Donc cela permet de relativiser sa toute-puissance. Au titre des contre-pouvoirs, il y a aussi le contrôle du Parlement sur l'action du gouvernement. Le gouvernement n'a pas un blanc-seing. Ces actions posées sont contrôlées par le Parlement. Il y a des commissions d'enquête parlementaires qui sont mises en place pour enquêter notamment sur les sujets des détournements des deniers publics. Donc ça constitue également un contre-pouvoir. La justice est également un contre-pouvoir, en ce sens qu'elle garantit à chaque citoyen la jouissance de ses droits et libertés, donc le mettant ainsi à l'abri de l'arbitraire, de l'excès du pouvoir et du fait du prince. Mais voyez-vous, chers compatriotes, toute cette culture démocratique que je viens de peindre de manière assez synthétique n'a pas été acquise facilement en France. Il y a eu de très grands sacrifices qui ont été faits. La Révolution française de 1789 à 1799 a permis d'instaurer la République laïque et a permis aussi des droits et libertés fondamentaux dont jouissent les Français aujourd'hui. Mais voyez-vous, cette révolution a été tumultueuse. Pendant une décennie, il y a eu des guerres sanglantes, il y a eu des milliers de Français qui ont été tués, notamment plusieurs qui ont été guillotinés. Et aussi, il y a eu beaucoup d'opposition, d'exacerbation, de rivalité et de division au sein de la société française. Aristocratie versus les sans-culottes, les jacobins versus les
girondins. Également les manifestations de mai 1968 qui ont permis au monde du travail d'acquérir un certain nombre de libertés dans le travail, notamment sur la durée du temps de travail qui était de 52 heures par semaine et qui est aujourd'hui autour de 35 heures. Et ces mêmes événements de mai 1968 ont permis aux étudiants de conquérir un certain nombre de libertés, notamment la mixité dans les établissements scolaires et universitaires également. Aujourd'hui encore, les manifestations étudiantines dans les universités, en écho avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, sont autant de preuves que les libertés publiques et individuelles, les droits de l'homme sont une lutte pérenne et éternelle. De ce fait, chaque génération doit se battre pour préserver les droits et libertés qui ont été légués par les générations précédentes, mais aussi conquérir d'autres droits et libertés qui seront légués aux générations futures. Il existe bien évidemment de grands systèmes constitutionnels en Afrique. On peut citer le Sénégal qui nous a donné un grand exemple récemment et qui a même donné un exemple aux États-Unis à travers cette transition démocratique qui finalement s'est opérée comme on le souhaite, tant bien que mal. Donc il y a aussi le Ghana. Mais malheureusement, il y a aussi des pays comme la Guinée où les textes juridiques ne servent que d'ornement et les institutions sont totalement inféodées aux détenteurs du pouvoir politique, du pouvoir exécutif, qui n'a du coup pour garde-fou que sa propre conscience et sa propre armée. Djiba l'a si bien dit dans son propos introductif, la Guinée, l'histoire politique de la Guinée est marquée par beaucoup de tumultes, beaucoup de soubresauts, donc des ruptures constitutionnelles anarchiques et des transitions à ne point finir. Sémantiquement, quand on parle de transition, on parle de parenthèse. Donc c'est une sorte de pause institutionnelle, une tension d'un ordre constitutionnel rompu vers un nouvel ordre supposé meilleur, ou en tout cas qui a pour objectif de corriger les carences de l'ordre ancien. Vous l'aurez donc compris, la transition est une époque, une période d'incertitude et avec des enjeux multiples et multiformes. La transition qui est actuellement en cours en Guinée sous le CNRD, parce qu'elle s'enlise et parce qu'elle devient de moins en moins consensuelle du fait de son opacité qui, elle, est de plus en plus apparente, comporte aujourd'hui des enjeux cruciaux pour notre peuple. Au titre de ces enjeux, je vais m'attarder sur quelques-uns qui me paraissent les plus essentiels. Il y a l'enjeu de sécurité. Nous sommes dans un contexte sous-régional marqué par de très grandes instabilités quand nous prenons un pays comme le Mali ou alors le Burkina ou le Niger, où il y a des groupes terroristes qui menacent même la survie de l'État. Et ces questions-là sont parties, parfois, quand on prend l'exemple malien notamment, de considérations politiques. Quand on est dans un peuple, dans un pays, dans un État assez hétéroclite, assez hétérogène, c'est-à-dire où il y a la présence d'une multitude d'ethnies, et quand les uns ont l'impression qu'à chaque fois, le pouvoir est détenu et géré par les mêmes personnes, et toujours au détriment des mêmes personnes, des velléités autonomistes et indépendantistes finissent par naître. C'est ce qu'a connu le Mali, notamment avec l'Azawad. Donc ça, c'est un enjeu sécuritaire très important pour notre pays aujourd'hui. L'autre enjeu sécuritaire peut aussi être lié au fait que le CNRD étant un pouvoir illégitime parce qu'il n'a pas été élu, le CNRD, oui, j'ai cru avoir dit le FNDC, excusez-moi, le CNRD, du fait de son illégitimité parce qu'il n'a reçu aucun mandat du peuple de Guinée, peut à tout moment être contesté par un autre groupe militaire qui va alors essayer de les renverser. Donc on peut aboutir à un scénario comme celui du Soudan,
où on a deux groupes rivaux militaires qui s'affrontent de manière sanglante et évidemment les victimes collatérales ne sont que les pauvres et paisibles populations. Au titre des enjeux sécuritaires, on aura toujours des manifestations qui, aujourd'hui, dans le contexte guinéen, deviennent de plus en plus inévitables parce qu'on est face à un mur, un dialogue de sourds qui s'est instauré avec des velléités de confiscation de pouvoir des uns et la détermination féroce des autres de faire face à cette velléité. Ce cocktail ne peut qu'être explosif et quand on connaît la culture de répression sanglante de notre État, on se doute bien que là encore on court un grand danger sécuritaire. Sur le plan politique, les enjeux sont connus. C'est l'organisation des compétitions électorales à l'échelle locale mais aussi nationale, donc les conseillers locaux mais aussi les députés et ceux qui souhaitent concourir pour le poste de la magistrature suprême. Quel fichier électoral, quel calendrier, quel organe de gestion? Donc ça, ce sont des questions aujourd'hui essentielles sur le plan politique. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre la crise de confiance manifeste qui est aujourd'hui entre la classe politique qui est majoritaire du fait des dernières élections qu'on a connues en Guinée et qui sont aujourd'hui exclus de fait du dialogue interguinéen et qui le sont à dessein. Donc ça, c'est un enjeu politique essentiel. Sur le plan institutionnel, quelle forme d'État souhaitons-nous aujourd'hui? Nous sommes dans un État unitaire. Est-ce qu'après 60 ans d'expérience, on souhaite renouveler cette expérience? Est-ce qu'il faut aller vers un État fédéral avec des États fédérés? Mais sur quelle base? Est-ce qu'on part sur la base des régions naturelles, les 4, ou alors est-ce qu'on part plutôt sur la base des régions administratives? Ça, c'est une question essentielle également. Quel régime politique souhaitons-nous? Est-ce qu'on souhaite rester dans le régime présidentiel actuel qui, par le moment, et souvent d'ailleurs, connaît des inflexions présidentialistes parce que le président en place est presque un monarque? Ou est-ce qu'on va vers un régime semi-présidentiel ou un régime parlementaire? Le pouvoir législatif, comment est-ce qu'on souhaite son articulation? Nous avons aujourd'hui un parlementarisme monocaméral, donc on a une seule assemblée qui représente le peuple. Est-ce qu'on souhaite aller vers un parlementarisme bicaméral par l'instauration d'un second organe qui serait là pour représenter les collectivités, donc le territoire comme le Sénat en France? Ça, c'est une question essentielle également. Quelle indépendance pour la justice? Est-ce qu'on maintient ce fonctionnement actuel où les magistrats sont nommés par le pouvoir exécutif et de ce fait, leur carrière même est liée à ce pouvoir politique, donc le pouvoir exécutif? Ou est-ce qu'on s'inspire un peu du système américain où finalement les magistrats ont une certaine autonomie, où on peut imaginer un système où le Conseil supérieur de la magistrature guinéenne se réunirait et élirait des magistrats, donc des juges à la tête des circonscriptions judiciaires et qui deviendraient ipso facto indépendants du pouvoir politique et du coup parce que leur carrière de magistrat ne dépendrait plus du bon vouloir du détenteur du pouvoir politique. Ça, c'est une question également essentielle. Concernant l'administration du territoire, quand on prend l'ordre déconcentré, aujourd'hui, on est sur un format sous-préfet, préfet, gouverneur. Est-ce que ce format est suffisant, notamment pour l'efficacité du service public, le fait d'avoir un service public plus proche du peuple, sachant qu'aujourd'hui, pour faire un passeport ou une carte d'identité, les gens sont obligés de quitter leur village, leur ville, parfois leur région. Donc on a un service public inefficace. Est-ce que ce format de déconcentration nous convient? Sur le plan de la décentralisation, les deux niveaux qu'on a actuellement, les communes, les conseils communaux et les conseils régionaux, est-ce que ce format nous convient ou est-ce qu'il faut instaurer un niveau intermédiaire comme en France où on a les conseils régionaux et on a les conseils départementaux et aussi des conseils communaux? Donc ça, c'est une réflexion importante. Quelle autonomie pour les collectivités territoriales en termes de fiscalité, mais aussi en termes de subvention et quel accompagnement de l'État
notamment au travers des fonds de péréquation qui sont là pour permettre aux collectivités qui ont une fiscalité moindre du fait de leurs ressources territoriales d'avoir donc le même niveau de financement, de développement que les collectivités qui, elles, ont des fiscalités un peu plus avantageuses, notamment dans les localités où il y a des mines. Donc ça, c'est une question essentielle. Sur le plan économique, on a un contexte économique qui est vraiment peu favorable parce qu'on est dans une incertitude, on l'a dit, la transition c'est de l'incertitude et c'est une parenthèse qui n'est pas censée durer. Comment est-ce qu'on arrive à attirer les investisseurs extérieurs? Quelle crédibilité avons-nous aujourd'hui sur le marché obligataire? Est-ce que l'État guinéen peut émettre des titres obligataires? Et quels sont les investisseurs privés ou des capitaux qui sont aujourd'hui prêts à acheter des titres obligataires de l'État guinéen, sachant qu'on est dans un pouvoir qui n'est pas pérenne et qui peut à tout moment sauter? Ça, c'est une question essentielle. Quel attrait pour les entreprises multinationales? Quelle entreprise multinationale viendrait investir des millions et des milliards de dollars en Guinée sous le CNRD, sachant qu'à tout moment, un autre groupe militaire peut renverser le CNRD et sachant qu'ils n'ont pas reçu de mandat de la part du peuple de Guinée? Quelles garanties on donne aux partenaires bi- et multilatéraux, notamment sur l'octroi des dettes structurelles qui sont en fait l'instrument indispensable pour le financement du développement d'un pays? Le passage d'un État sous-développé vers un État émergent passe indispensablement par un investissement massif dans des secteurs clés. Il y a le transport, il y a l'énergie, il y a l'éducation, il y a la santé. L'exemple de la Côte d'Ivoire est sous nos yeux. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire a de l'argent. Les Ivoiriens n'ont pas d'argent. Les Ivoiriens attirent les investissements étrangers sur les marchés obligataires et c'est ainsi que le président Alassane Dramane Ouattara est en train d'amorcer l'émergence de son pays. Donc ça, c'est un élément indispensable également. Sur le plan économique toujours, on est plutôt dans une posture, en tout cas qui est celle du CNRD, qui se situe dans l'exact opposé de ce qu'il faut faire. On est déjà dans un contexte économique très tendu, mais le CNRD prend le parti de fermer des entreprises qui fonctionnent et qui emploient des gens, des Guinéens, donc notamment des médias, des trois principaux médias qui sont Joma, Espace et FIM. De ce fait, l'État se prive lui-même d'une certaine ressource. Donc la fiscalité, ce sont les entreprises qui payent de la fiscalité, donc qui payent des recettes, qui constituent donc une recette pour l'État, et également qui payent des salaires aux gens qui consomment en Guinée, et du coup qui participent, qui injectent l'argent dans l'économie réelle, et qui participent à la croissance du PIB. Donc ça, c'est la fermeture de ces entreprises-là est nécessairement et indispensablement un frein supplémentaire en fait à un contexte économique qui est déjà sous tension. La conséquence logique sur le plan social de ces agissements est la paupérisation du peuple de Guinée et l'exacerbation du désespoir chez la jeunesse qui était déjà nombreuse sur les champs, les routes de l'exil. En effet, aux routes du désert et de la Méditerranée, s'est récemment ajouté la voie du Nicaragua pour aller aux États-Unis quand les Guinéens ont découvert qu'il n'y avait pas de visa entre la Guinée et le Nicaragua. Il y a des milliers de Guinéens qui ont quitté le pays pour aller au Nicaragua et dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Donc ça, c'est un drame absolument indescriptible. On ne sait pas aujourd'hui combien de Guinéens sont au fond de la Méditerranée, qui est aujourd'hui le plus grand cimetière peut-être de l'histoire de l'humanité, on ne sait pas. Moi, j'ai eu la chance de passer par le Maroc. En tant qu'étudiant, j'ai fait Tanger, la région nord du Maroc, où les gens essayent de passer constamment pour rejoindre l'enclave, les deux enclaves espagnoles qui sont du côté marocain, donc Ceuta et Melilla. J'ai croisé des Guinéens, des jeunes Guinéens qui sont dans la force de l'âge, mais qui par désespoir ont quitté leur pays et tentent plusieurs fois de traverser
ces frontières-là qui sont vraiment dramatiques. Ils se font tabasser par la police marocaine. Il y a des gens qui ont perdu des pieds, il y a des gens qui ont perdu des bras, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'infirmités. Pourquoi est-ce qu'on continuerait dans ce sens? Donc, face à ces enjeux que je viens de peindre, j'espère ne pas avoir été très long. Et face à ces enjeux, donc, il y a des attentes qui naissent, des attentes légitimes et qui ne demandent qu'à être comblées. Et je laisserai le soin à mon cher frère Kandé de vous parler de ces attentes. Merci de votre attention.